Et salut toi, j'espère que tu vas tout bien. Alors, il y a une série de vidéos que j'ai commencé il y a quand même pas mal de temps, je pense qu'il y a à peu près 2 ans. C'était une série de présentations de tarot. À chaque fois, c'est des vidéos qui s'appellent tout le blablabla, le machin tarot, d'accord? Et en fait, quand j'avais commencé cette série, c'était des tarots que j'avais déjà, auxquels j'étais déjà habituée, etc. Donc j'ai commencé à présenter des tarots que je possédais déjà, avec lesquels j'avais déjà pas mal travaillé depuis un petit bout de temps. Et puis, au fur et à mesure que de nouveaux tarots sont arrivés, je me suis mis à faire les vidéos au fur et à mesure que je recevais des nouveaux tarots et puis je vous les présentais en ligne dans ces vidéos qui s'appelaient tout le bidule chose tarot. Donc ici, honnêtement, sur YouTube, tu peux retrouver absolument tous les tarots que j'utilise et je te montre chaque carte. C'est bien pour ça que je les appelle tout le blablabla tarot, d'accord? Et donc, en général, ce que je fais, c'est que quand je reçois un nouveau jeu, je te les montre d'abord en vidéo, alors qu'ils sont dans cette énergie un peu encore de nouveauté, où je les connais mal, ils sont vraiment encore rangés. Je les ai feuilletés, j'ai feuilleté le livret, j'ai regardé un petit peu les cartes, mais j'ai pas encore mélangé le jeu, j'ai pas encore mis mon énergie, j'ai pas encore mis mes ressentis, j'ai tout simplement pas encore fait de tirage avec les jeux que je te présente quand ils sont neufs. Donc il y a toujours un dilemme, ou en tout cas une tension chez moi avec les nouveaux jeux que je reçois depuis bien plus d'un an maintenant, parce que honnêtement j'ai toujours envie de les utiliser tout de suite, et donc de le déranger, enfin le mélanger, quoi, le battre. Et en même temps j'ai très envie de te le présenter d'abord, tout en sachant que du coup, si je te le présente maintenant, les jeux ils seront toujours assez bruts et ma connaissance du jeu ne sera pas approfondie et je n'aurai pas le recul d'avoir fait des tirages avec. Mais voilà, c'était ma décision de te montrer le tarot dans cette énergie de départ, dans cette énergie de démarrage, dans cette énergie toute nouvelle, toute rangée, et sans forcément être la grande experte de tout ce que ce tarot représente. Donc aujourd'hui, je te montre le Tarot of the Divine de Yoshi Yoshitani. Et on y va tout de suite. Je répète, ceci est le Tarot of the Divine de Yoshi Yoshitani. Et en fait, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce jeu-là? C'est que pour chaque carte, on a une référence à un conte ou à un dieu ou à une légende ou à une tradition. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Et en fait, ce sont des légendes, des contes, etc. des 5 continents. Alors ça, c'est assez dépaysant pour moi, parce que très honnêtement, j'ai une bonne connaissance des contes d'Europe de l'Ouest, des mythes grecs, des contes des milliers de nuits aussi, c'est un univers que je connais assez bien, mais tout ce qui est conte chinois, tout ce qui est conte du reste de l'Asie, amérindien, enfin, etc., tout ce qui est reste du monde, en gros, africain, j'ai une connaissance qui est honnêtement, qui est à ras des pâquerettes, qui est proche du zéro. Et donc, je me suis dit, en découvrant ce jeu-là, que ça allait être intéressant pour moi de travailler sur les contes et de voir ce que ces contes faisaient résonner chez moi, comment ça résonnait aussi avec la situation que je vivais quand je faisais un tirage. Et en fait, ça m'a fait vraiment penser comme démarche au Herb Crafter Tarot que j'ai amené ici pour te montrer un petit peu. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 couches de compréhension. Tu vois, par exemple, là, ici, je vais tirer le magicien. Je vais lire d'une part cette carte comme le magicien au sens classique du terme, dans le sens Rider-Waite-Smith du terme, mais je vais aussi prendre cette carte comme vraiment la carte de la marraine fée de Cendrillon. Et de la même façon que ça se passe dans le Herb Crafter's Tarot, où à la fois on a la perspective traditionnelle sur la carte, et en même temps on a la perspective d'une plante médicinale ou magique qui est présentée dans le jeu et qui nous permet d'avoir un autre éclairage sur notre situation ou une autre piste de solution sur notre situation. Donc à chaque fois c'est une découverte, pour ce coup ici, des contes et des légendes du monde, et ici c'est une découverte de l'herboristerie. Et donc ma décision à moi, ça a été de décider, dès que j'aurai fini cette vidéo, donc dès cet après-midi, de commencer à tirer les cartes avec ce jeu. Pour moi, hein, d'abord parce que j'ai besoin d'avoir une connaissance très complète des contes auxquels ce jeu fait référence, avant de pouvoir tirer à qui que ce soit d'autre. Mais du coup, au fur et à mesure que les cartes apparaîtront pour moi, d'aller cheminer un petit peu à peu, pardon, dans chaque histoire, chaque conte, chaque légende, et d'apprendre au fur et à mesure
sur ces contes et sur ces légendes au fur et à mesure qu'ils apparaîtront dans mes tirages. Là, j'ai envie d'en savoir plus petit à petit, d'apprendre au fur et à mesure et pas là de me faire une grosse formation pendant 3 semaines où je vais étudier tous les contes du jeu, etc. J'avais pas du tout envie de prendre ça comme une étude hyper approfondie en un seul bloc. De la même façon que pour les Aircrafters Tarot, je me suis pas mise là pendant plusieurs semaines à étudier à fond toutes les plantes auxquelles ce jeu faisait référence. Ça n'a pas du tout été le cas. Par contre, j'étudie un petit peu ma connaissance de chaque plante qui arrive à un certain moment dans un de mes tirages. Je te donne mon avis général sur le jeu, sa présentation, etc. Donc, avant tout, je le trouve très, très, très joli. On dirait des illustrations d'histoires pour enfants. Honnêtement, ça a été un vrai coup de cœur pour les dessins, la façon de dessiner, les couleurs, etc. C'est ça qui m'a énormément plu et c'est ça qui a déclenché mon achat pour ce jeu. Le coffret contient tout. Le coffret est fait pour contenir à la fois le tarot et le livret. Il est mastoc. J'adore ce genre de coffret. D'ailleurs, je t'ai montré, c'est à peu près le même que pour celui-là. C'est du solide, c'est de la bonne qualité. J'adore. Et le livret. Le livret est fin, c'est pas redondant, mais honnêtement, il est très très bien fichu, il est illustré, il est en couleur, il y a des explications pour chaque carte. Au début du livret, tu vas trouver quelques tirages. Mais après, Attends, je te montre pour chaque carte ce que ça donne. Hop! Pour chaque carte, tu vas en fait trouver l'illustration de la carte. Tu vas trouver ici le pays qui est évoqué et la légende qui est évoquée, le titre de la légende, on va dire, ou le héros de la légende. Mais en dessous, c'est pas on raconte pas la légende. C'est pas une explication sur la légende. C'est une explication typique de ce que la carte veut dire dans un Rider-Waite-Smith classique. D'accord? Ça, c'est tout le texte, c'est l'interprétation de la carte dans un tirage. On n'a pas d'explication sur le conte, sur la légende, sur le dieu auquel ça fait référence. Et du coup, c'est à nous d'aller faire la démarche de recherche pour le conte en question. Donc, comment je vais te présenter tout ça? Là, je vais te montrer vraiment chaque carte. Et si je connais la légende, je te raconte plus ou moins de quoi ça parle et je fais le lien avec la signification originelle de la carte. Si je ne connais pas la légende, eh ben, je te dis juste que je ne connais pas la légende, je te dis de quelle légende il s'agit, je découvrirai ça plus tard quand je ferai mes recherches au fur et à mesure comme je te l'ai dit. Et voilà, mais ça te permet quand même de voir l'explication, même si je ne vais pas t'en dire beaucoup plus que ça. On y va tout de suite avec les majeurs. Le fou, c'est la petite sirène. Là, j'y vois vraiment l'envie d'aller à la découverte d'un autre monde. Et aussi, j'aime bien cette idée de la petite sirène parce que le vrai conte de la petite sirène, pas la version détournée de Walt Disney. Dans le vrai conte de la petite sirène, ça finit méga méga mal. Elle finit avec des jambes, mais et complètement seule dans le monde des hommes. Elle est exilée en gros. Et du coup, on a cette idée de risque de tomber dans un précipice qu'on a dans les cartes du fou traditionnelles. Ça peut finir extrêmement mal si on est un peu trop tête en l'air, si on a envie d'aller à la découverte du monde d'un point de vue peut-être trop naïf. Le magicien, je te l'ai déjà montré, c'est la marraine qui est une fée dans Cendrillon. Il y a cette idée là-dedans de tout devient possible, et puis c'est tout simplement une vraie magicienne pour la carte du magicien. Je pense que c'est une de mes cartes favorites de ce jeu-là pour ce que j'en ai vu, c'est la grande prêtresse qui est représentée sous les traits de Scheherazade. Alors, juste Scheherazade, c'est vraiment l'initiatrice des contes des Mille et une nuits. Je ne sais pas si tu connais la légende qui est le socle des contes des Mille et une nuits. En fait, c'est le roi Shahryar qui a régulièrement une nouvelle épouse, qui fait l'amour avec son épouse au cours de la première nuit, et ensuite il la zigouille, et puis il prend une nouvelle épouse. Il vient se marier avec Scheherazade, et Scheherazade, qui est super super futée, elle se met à lui raconter des histoires qu'elle ne finit jamais, en fait. La fin de l'histoire, elle dit toujours, bon, bah, la fin, ce sera pour demain. Et du coup, il ne la tue pas, etc. Tout ça, ça dure pendant 1001 nuits. Alors, selon la légende, ça dure 1001 nuits, mais dans les faits, quand on lit les contes des 1001 nuits, il n'y a pas 1001 nuits, il n'y a pas 1001 portions d'histoire. Et du coup, elle parvient à rester en vie comme ça. Et finalement, ça fait carrément tomber le roi Shahryar amoureux d'elle. Il finit par par l'épargner et par continuer à vivre avec cette femme. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça décrit bien le monde de la nuit en lien avec la grande prêtresse, puisqu'elle ne raconte que la nuit. Elle est rusée, il y a ce truc très intelligent et intuitif chez la grande prêtresse. Elle a un talent pour les histoires.
Et c'est vraiment son intuition qui lui permet de rester en vie. Et c'est vraiment aussi le socle de tous les contes des Mille et Une Nuits. Et du coup, normalement, la grande prêtresse est la première femme qui apparaît dans le jeu de tarot. Et du coup, c'est la première femme qui est l'initiatrice de tous les autres contes. Donc j'aime beaucoup cette vision de femme socle qui donne naissance aux histoires. L'impératrice, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. C'est une sainte catholique et je n'en sais pas plus. L'empereur est le roi Arthur, donc on est vraiment devant le gouverneur sage et guerrier à la fois. Et c'est aussi celui qui est digne d'Excalibur, qui est digne de prendre Excalibur, d'avoir cette épée magique qui vient d'Avalon. Et du coup, il y a ce truc d'avoir des principes, d'avoir du courage, de savoir affronter les situations. Le pape, c'est une femme buffle blanc, c'est White Buffalo Woman, donc ça vient des États-Unis, et je ne connais pas du tout cette légende. Les amants, c'est le conte de la Belle et la Bête, donc on a vraiment, pour les amants, la réunion des opposés, l'idée que l'amour est plus fort que tout. Alors, par contre, moi j'ai été un peu dérangée par cette image des amants. Alors, je suis d'accord, ils sont amoureux, c'est génial, ça représente la passion, etc. Mais, et ça représente aussi les difficultés en amour, parce que c'est pas simple leur histoire, mais, j'ai l'impression de voir l'image de la force. Donc il y a cette espèce de confusion avec une image de la force qui me gêne un petit peu ici. Le chariot, c'est les trois princesses du pays blanc, un conte de Norvège que je ne connais pas. La force, c'est Tamlin, apparemment c'est une légende écossaise. Je trouve, alors je ne connais pas du tout, hein, mais il y a deux trucs. Déjà, je trouve qu'elle ressemble à Mérida dans Rebelle de Disney. Et ensuite, elle combat un monstre là, tu vois. Et c'est qui ressemble vraiment, enfin qui est la copie conforme du monstre égyptien dévoreur d'âmes, donc à la fois hippopotame, à la fois lion, à la fois crocodile. Et en fait, je trouve ça assez surprenant que des légendes si éloignées puissent se rejoindre. Enfin, l'Égypte ancienne et l'Écosse. Enfin voilà, c'est pas la porte à côté non plus. Et donc, je suis curieuse d'aller étudier ça. L'ermite, c'est le druide et la sauge blanche, qui est une légende celte, et je suis limite honteuse de t'avouer que je ne connais pas du tout ce mythe. La roue de fortune, c'est Anassi, comte du Ghana, que je ne connais pas. La justice, c'est un conte de Corée, je te dis le nom, c'est Amaeng Eosa, et je pense que je prononce pas bien. Le pendu, c'est la Belle au bois dormant. Et j'ai beaucoup aimé ce parallèle-là, de celle qui est en attente, de celle qui aussi subit la situation, parce que clairement, elle n'a pas choisi d'être endormie, elle n'a pas choisi d'être en attente, elle n'a pas choisi de dormir 100 ans dans un château, là. Mais en même temps, il y a une sérénité, un calme, quelque chose de très posé qui se dégage du pendu et de la Belle au bois dormant endormie. La mort, c'est l'histoire du roi ours Valmont, que je ne connais pas du tout. Tempérance, c'est Bodhisattva. Bodhisattva, je prononce bien. C'est-à-dire le Bouddha sur la voie de l'éveil. Alors, je n'en sais pas beaucoup plus sur le stade Bodhisattva dans l'histoire du Bouddha. Mais en gros, pour moi, lié à tempérance, il s'agit de vraiment trouver la voie du milieu, trouver la joie dans la tranquillité et l'équilibre. J'aime beaucoup cette illustration. Le diable, c'est Boitata, un conte brésilien ou une légende brésilienne que je ne connais pas du tout. La tour, c'est Rapunzel, donc réponse. Et il y a cette idée d'être emprisonné et de briser ses chaînes, de s'évader, de détruire les liens également. Il y a un côté évasion et libération et en même temps un côté destruction. L'étoile, c'est sœur Alionushka et frère Ivanushka, qui est un conte russe que je ne connais pas. La lune, c'est princesse Kayuga, une histoire du Japon que je ne connais pas non plus. Le soleil, c'est le dieu Ra, donc on a simplement le dieu soleil qui est dans sa barque. Pour moi, c'est vraiment l'illumination, la toute-puissance, le fait de régner également. Le jugement, on a le roi singe, un conte de Chine que je ne connais que de nom, en fait. J'en ai entendu parler, mais alors, peut-être que quand je lirai l'histoire, ça me fera « Ah, mais oui, bien sûr !» Mais là, pour l'instant, j'avoue que ça ne me dit rien. Et ensuite, la carte du monde, c'est Inemoa et Tatunekai, un conte de Nouvelle-Zélande que je ne connais absolument pas.
Je passe aux coupes. Alors, ça, c'est l'as avec le saké de Matsuo. C'est une histoire du Japon que je ne connais pas. Ensuite, on a Enkidu et Gilgamesh, qui est un mythe sumérien. Alors, je connais certains mythes sumériens, surtout par le livre que j'ai lu sur le péché originel récemment. Je crois que c'est le mensonge originel. Oh, je sais plus. Bref. Et du coup, je connais bien l'histoire de Enki, comme mythe fondateur, mais Enkidu et Gilgamesh, non. Je connais assez peu de choses sur l'histoire de Gilgamesh. Bref, j'ai des petites bribes qui arrivent comme ça, mais ça mérite d'être vraiment, vraiment approfondi. En tout cas, je ne connais pas l'histoire de Enkidu et Gilgamesh ensemble. À découvrir pour moi. Le 3, c'est Apsara, un conte du Cambodge que je ne connais pas. Le rossignol, je connais pas, c'est génial. C'est un conte chinois et c'est le conte d'un roi qui veut emprisonner un rossignol pour son chant magnifique. Donc, ça parle, comme dans le cadre de coupe habituel, d'emprisonnement, un peu de retrait du monde, de peut-être de mauvais choix et de passer à côté de ce qui est bon pour soi. Le 5, c'est la Llorona. Ça vient du Mexique, je ne connais pas cette histoire. Le 6 de coupe, c'est le conte de la Reine des Neiges. Alors, franchement, ça n'a rien à voir. La vraie version de la Reine des Neiges n'a rien à voir avec la version Disney. En fait, il s'agit d'une sœur qui va aller à la recherche de son frère. Son frère qui a été, il a des éclats de miroir, je crois, dans les yeux et dans le cœur. Ça a été envoyé, enfin, c'est quelque chose qui vient du diable. Et du coup, il se retrouve prisonnier dans le palais de la Reine des Neiges. Sa sœur va aller le rechercher, pardon. Et du coup, en fait, par rapport au 6 de coupe, on est dans cette histoire de réunion enfantine, de nostalgie d'une enfance heureuse et de sens de la famille. De retour au bercail aussi. Pour le 7 de coupe, c'est Aladdin. Donc il y a la tentation de tous les trésors qu'il voit dans la grotte au trésor dans laquelle il parvient à pénétrer. J'adore cette image aussi. Le 8 de coupe, c'est Moïse qui traverse la mer Rouge. Donc il y a cette idée dans le 8 de coupe de traverser quelque chose, d'accepter de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de neuf. Et on a bien Moïse qui quitte une terre d'esclavage pour aller trouver la liberté. Le 9 de coupe, c'est Taj al-Muluk et la princesse Dounia, un conte d'Iran que je ne connais pas du tout. Le 10 de coupe, on est dans le conte de Julnar né des eaux, qui est un conte perse que je ne connais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très troublant de voir ça, parce que là, c'est Julnar né des eaux, et il faut savoir que Moïse, qu'on a vu dans la carte d'avant, c'est Moïse sauvé des eaux, parce qu'il est trouvé dans sa... Il a été abandonné sur le Nil, et il a été trouvé après. Bref, c'est Moïse sauvé des eaux et Julnar né des eaux, j'aime bien les deux, le petit parallèle là entre les deux. Hop. Ensuite, le page, c'est Bakunava et les 7 lunes, un conte des Philippines que je ne connais pas. Attends, je vais laisser les personnages de la cour de côté parce que je vais t'en dire quelque chose après. Le chevalier de coupe, c'est Alibou le chasseur, un conte de Mongolie que je ne connais pas non plus. Hop. La reine, c'est Yemora, je ne sais pas comment on dit, qui est un conte du Nigeria que je ne connais pas. En tout cas, je trouve qu'elle a vraiment trop la classe. Et enfin, le roi, c'est le garçon et le dragon à la perle, conte de Chine que je ne connais pas non plus. Ensuite, il y a la suite des deniers. Donc, avec l'as, on est sur le conte de Jacques et les haricots magiques. Donc, c'est vraiment le rapport entre Jack et le haricot magique et cet as de denier. C'est une promesse de croissance délirante, une promesse d'aventure, une promesse de trésor aussi, donc d'immenses richesses. Et il faut savoir aussi que le fait que Jacques obtienne les haricots magiques, enfin, il ne sait pas tout de suite que c'est magique, mais bon, ça repose sur vraiment un système de troc, un système d'échange à la base. Donc, ça rejoint bien le monde des deniers. J'ai bien aimé ce parallèle, en fait. Ensuite, ici, pour le 2 de denier, c'est Pjunt. Je ne prononce pas bien, je suppose, qui est un conte d'Amérique du Nord que je ne connais mais alors vraiment pas du tout. Ensuite, en 3 de denier, on a Banjakri et Banjakrini, un conte du Népal que je ne connais pas. 4, la femme Condor, un conte du Pérou que je ne connais pas. Ensuite, 5 de denier, c'est la petite marchande d'allumettes. Et alors, ça représente bien le dénuement extrême d'une petite fille qui se raccroche à des visions
en allumant ses allumettes. Elle finit par mourir dans le conte de froid et de faim. C'est le conte le plus triste du monde, je ne sais même pas pourquoi. On a inventé un conte aussi horrible que ça, de juste une petite fille qui a des visions parce qu'elle est en train de crever. Mais bref, ça représente bien effectivement avec le 5 de denier cette image de dénuement extrême, de maladie, etc. Très très gai. Le 6 de denier, c'est la femme qui était gentille avec les insectes, conte inuit que je ne connais pas. Le 7 de denier, c'est Nanahuatzin, un conte du Mexique que je ne connais pas non plus. Le 8 de denier, c'est les 6 cygnes. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui doit sauver ses frères qui sont changés en cygnes. Et son épreuve, en fait, c'est de leur coudre des chemises en ortie. Et du coup, ça rejoint bien l'idée du 8 de denier, d'un apprentissage qui est long, d'un apprentissage patient, d'un apprentissage peut-être douloureux et victorieux au final, et porteur au final parce qu'elle parvient à sauver ses frères. Et il y a vraiment ce sens du travail acharné dans cette carte et dans le conte. 9 de denier, la légende de la pastèque. Je ne savais pas qu'il y avait une légende de la pastèque, ça vient du Vietnam et je ne connais pas du tout. Ensuite, c'est 10 de denier, Pan Hu, qui vient de Chine et que je ne connais pas. Page de denier, Baevinieda, ça vient de Suède et je ne connais pas non plus. Le chevalier de denier, alors je te dis ça, Eitsi Abib d'Afrique du Sud, je ne connais pas. La reine de denier vient d'Australie. Attends. Karamurungunju, je ne connais pas. J'adore, je vais découvrir des tas de choses, ça va. Ah, attends, je vais mettre de côté les personnages de la cour. J'avais dit que je devais te les montrer encore à la fin. Hop. Et enfin, le roi Hanouna, c'est la tortue du monde. C'est un conte d'Amérique du Nord, donc c'est vraiment cette légende de cette tortue qui porte le monde entier sur son dos. Le monde repose sur le dos d'une grosse tortue. Et c'est vraiment cette idée d'être créatrice de toutes choses. On retrouve cette idée du roi de denier, d'être créateur, effectivement, de responsabilité, d'ancrage également, un sens de la terre. J'arrive sur les épées. L'as, le nœud gordien. En fait, dans la légende, hein, c'est trouver la résolution du nœud gordien, c'est devenir le roi. C'est l'accès à une ville et à devenir le maître de la ville. Et il faut défaire un nœud complètement inextricable, tiré par des bœufs en plus, etc. Alexandre le Grand, qui est trop badass comme mec, il décide de pas défaire le nœud, il prend sa grande lance ou sa grande épée, il tranche le nœud au milieu, point barre, fin de l'histoire, et il devient le roi de la ville. Donc, avec cette as, c'est une histoire de résoudre un problème, de trouver la solution, d'avoir une bonne idée, d'être futé, d'être peut-être un peu brutal aussi, mais voilà, cette idée d'idée première, et puis on y va, et puis merde. Je trouve que c'est bien as d'épée, ça. 2 d'épée, c'est Sita en Inde, je ne connais pas. 3 d'épée, la femme grue, conte du Japon, que je ne connais pas non plus. 4 d'épée, Fenrir, conte de Norvège, que je ne connais pas. Ou bestiole très carnassière de Norvège, que je ne connais pas. 5, c'est le conte ou la légende d'Osiris, Seth et Isis. Donc, pour te raconter vite fait l'histoire, Osiris et Isis sont frères et sœurs. Seth tue Osiris par jalousie parce qu'il est destiné à devenir le roi des dieux. Il le découpe en morceaux qu'il disperse. Isis retrouve tous les morceaux, sauf son sexe, et elle redonne vie à son frère et époux. Donc, c'est une histoire douloureuse, comme le veut le 5 d'épée souvent. C'est une histoire de gagnant-perdant aussi, et de chercher à gagner, de trouver le truc pour gagner, de tirer quand même profit de la situation qu'on a aussi dans le 5 d'épée. Le mythe de Danaé est Persée, donc pour le 6 d'épée. Donc, Danaé et son fils Persée, alors Danaé a eu son fils avec Zeus, ils sont jetés dans un coffre à la mer parce que Persée, il y avait une prédiction qui disait que Persée allait destituer l'ancien roi, mais ils sont jetés dans un coffre à la mer et ils survivent quand même, ils sont exilés mais ils survivent. Donc il y a cette idée dans le 6 d'épée de se déplacer, de survivre, d'aller se déployer ailleurs qu'on retrouve là dans ce mythe de Danaé et Persée. Le 7, c'est un coyote, un conte d'Amérique du Nord que je ne connais pas.
Le 8 d'épée, c'est peau d'âne. Donc on a cette idée dans peau d'âne d'être enfermée, d'être quelque part destinée ou obligée de dissimuler qui elle est vraiment. Et finalement, parce que j'aime bien dans cette idée de 8 d'épée, de trouver la clé de façon assez inattendue, la clé de sortie de son enfermement de façon inattendue. Et c'est le cas pour peau d'âne parce que finalement c'est une erreur qui l'a fait sortir de son enfermement. Elle doit faire un gâteau ou une brioche, enfin un truc comme ça, pour le prince. Et finalement, elle fait glisser son propre anneau sans faire exprès dans la pâte qu'elle est en train de malaxer. Et c'est ça qui fait qu'on découvre qu'en fait, c'est une princesse emprisonnée dans une peau d'âne. Le 9, je regarde quand même, le 9 d'épée, c'est le mythe d'Oedipe. On voit la Pythie qui est ici représentée. Donc c'est l'histoire d'une prédiction malheureuse et qui va sans doute se réaliser. Donc c'est vraiment une vision de cauchemar qui est livrée et qui correspond au 9 d'épée traditionnel d'ailleurs. Et en fait, un petit peu la leçon du conte d'Oedipe, c'est quand on essaye d'échapper à ces visions horribles, à cette histoire horrible qu'on nous raconte, à ces prédictions horribles, c'est justement quand on essaye d'y échapper que justement on va les réaliser. Le 10 d'épée, c'est Sedna. C'est une histoire du Canada que je ne connais pas. Le page, c'est la princesse Parizade, un conte d'Anatolie que je ne connais pas. Je les mets de côté. Le chevalier, c'est Hang Tua, un conte de Malaisie que je ne connais pas. La reine, c'est Turando. Donc, Turando, c'est devenu un opéra après. Je ne sais pas si ça repose sur une vraie légende chinoise ou si c'était juste un opéra. Donc, c'est l'histoire d'une princesse chinoise, très très belle et très très cruelle. Et du coup, elle fait passer des épreuves à ses prétendants, des espèces d'énigmes. Et quand ils répondent faux, elle les décapite. Hein, donc, elle décapite un peu tout le monde. Donc, ça décrit bien chez cette reine d'épée cette idée de froideur, cette idée de beauté aussi, cette idée de recul, d'être sans cœur finalement. Et le roi d'épée, c'est un griffon, donc une bête qui a un corps d'aigle et en même temps un corps de lion. Et donc, le griffon en général, il est moitié gardien, moitié combattant, et c'est vraiment une force sur laquelle on peut compter. Donc, ça représente le roi d'épée. J'arrive au bâton. Donc, l'as, c'est le pinceau magique, le conte du pinceau magique. Alors, je connais cette histoire, c'est une histoire chinoise, mais je la connais. Et c'était ma maman qui me racontait ça quand j'étais petite. Je pense que j'avais un livre là-dessus, je suis pas sûre. Mais en fait, c'est un pinceau que possède un jeune homme très pauvre. Et c'est un pinceau qui donne vie aux magnifiques choses qu'il va dessiner. Donc après, il y a une histoire de jalousie avec le roi, etc. Mais en gros, pour représenter l'as de bâton, c'est vraiment l'histoire de passion qui prend vie. Ensuite, avec le 2 de bâton, c'est l'histoire de Janus, enfin l'histoire de Janus, la personnalité de Janus. Janus, il représente le passé et le futur, en fait, le passage de l'un à l'autre. C'est le dieu des choix, c'est le dieu des commencements, c'est le dieu des fins. Donc il y a vraiment une idée dans le 2 de Denier de décision et d'envisager le futur. 3 de bâton, le cochon enchanté. Conte de Roumanie que je suis très curieuse de découvrir, parce que cochon enchanté, c'est quand même pas mal. Tiens, ça me fait penser, peut-être que, je sais pas si vous connaissez, alors c'est un Disney qui n'a pas eu de succès apparemment, Taram et le chaudron magique. Il y a un cochon enchanté, je sais pas s'il n'y a pas un rapport. Je regarderai. Le 4 de bâton, c'est Mohini et Aravan, un conte d'Inde que je ne connais pas. Le 5 de denier, c'est les Pandavas, conte d'Inde également que je ne connais pas. Le 6, c'est Yenanga. Yenenga. C'est un conte du Burkina Faso que je ne connais pas. 7 de bâton. John Henry. Ça a l'air d'être un personnage célèbre en Alabama que je ne connais pas. Vu qu'il est noir, peut-être que c'est un esclave libéré. J'en sais rien. Celle-là, je la connais. En fait, si je connais cette légende-là, c'est parce qu'elle est expliquée dans un autre, dans un autre tarot que je possède, qui est le Brady Tarot, où il représente la même légende, pas sur la même carte, mais c'est la même légende. C'est le corbeau arc-en-ciel, qui est un conte d'Amérique du Nord. Donc c'est l'histoire du corbeau, qui au départ est arc-en-ciel, et qui donne le feu aux hommes, et du coup, il est puni, et il se retrouve tout noir. Donc il y a cette idée avec le 8 de bâton, de faire les choses, de se dépêcher, de beauté du geste aussi.
Vasilissa est la poupée magique pour le 9 de bâton. Donc, Vasilissa va chercher chez Baba Yaga la sorcière pour ses méchantes sœurs et protégée par sa poupée magique du feu, parce que chez ses méchantes sœurs, il n'y a plus de feu, et elle ramène ce feu à l'intérieur d'un crâne. Et d'ailleurs, chez Baba Yaga, la maison en pâte de poule de Baba Yaga est entourée de crânes dans lesquels brûle du feu. Bref, il y a cette idée dans le 9 de bâton de rester protégé par cette poupée magique et d'affronter ce qui est effrayant. Pour le 10 de bâton, un conte du Paraguay qui est l'arbre Timbo que je ne connais pas. Ensuite, le page, c'est Mwindo, République du Congo. Je ne connais pas. Le chevalier, c'est Taterhood ou Taterhood, conte de Norvège que je ne connais pas. Ah, elle a l'air décidée, la gonzesse, quand même. Hein. C'est une diablotine. La reine de bâton, c'est Pelle ou Pelé, un conte de Hawaï que je ne connais pas. Et enfin, le roi de bâton, c'est le phénix. Donc, c'est un oiseau qui vieillit, qui s'enflamme quand il meurt et qui renaît de ses cendres. Donc, on a vraiment avec ce roi de bâton une image de puissance, de vie éternelle. Il y a quelque chose qui est indestructible. C'est vraiment très feu dans l'énergie. J'ai fini de te présenter toutes les cartes. Je suis contente d'avoir fini de te présenter toutes les cartes. Juste, comme je t'ai dit, je voulais faire un retour sur les personnages de la cour parce qu'il y a des jolies correspondances en fait. Tous les personnages de la cour ont un peu une même énergie. Enfin, dans tous les jeux, hein, mais là, en fait, là, tous les pages sont des enfants. Des enfants des deux sexes. Hein. Là, on a un garçon, une fille, je pense, et un garçon. Donc en fait, c'est des enfants, des deux sexes, on s'en fiche du sexe en fait, mais ça représente cette énergie enfantine et fraîche. Les chevaliers, pareil, c'est intersexe, on va dire, on s'en fiche du sexe. On a un garçon, on a un garçon, on a un garçon, je pense que c'est un garçon, et on a une fille. Et en fait, ça ne représente pas forcément un sexe en tant que chevalier, mais ça représente le fait d'être fougueux, d'être un adolescent fougueux, d'arriver dans la ville en étant très partie prenante. Ensuite, les reines. Pour moi, toutes les reines, alors je dois étudier les contes, mais à mon avis, je ne me trompe pas, toutes les reines sont des vraies reines. D'accord? Et c'est toutes des personnages féminins. Et enfin, tous les rois sont des animaux mythiques. Donc, on a le dragon, on a la tortue, on a le griffon et on a le phénix. Ça, c'est sympa à voir. Autre chose que je voulais te faire remarquer là-dessus par rapport au travail avec les contes, c'est que tous ces contes, ils focalisent sur un moment du conte en général. Donc, sur un passage heureux du conte ou sur un passage malheureux du conte. Peu importe en fait si le conte va bien finir ou mal finir. L'exemple là avec la petite sirène, on la voit qui est pleine d'espoir en fait. C'est plutôt un moment de ni heureux ni malheureux, c'est plutôt un moment d'élan. Mais après le conte finit mal. Mais en fait, ça permet, quand on va faire les tirages, je trouve que ça permet une espèce de mise en perspective aussi, parce que on est juste à un moment de l'histoire. Et ça peut faire envisager un futur soit heureux, soit malheureux, soit de réunion, soit de désunion, soit etc. Ça dépend ce que raconte le conte en fin de compte. Mais du coup, ça permet une mise en perspective temporelle, en fait, de notre propre situation vis-à-vis du conte. J'aime bien ce truc, j'aime bien cette perspective aussi. Bref, je pense que tu l'as compris. Je suis pas mal fan de ce jeu. J'ai hâte de faire les tirages avec. Je tourne cette vidéo un matin. Je pense que premier tirage, ce sera cet après-midi. J'ai trop, trop, trop hâte. Et moi, je suis assez curieuse de savoir ce que tu en penses. Je suis curieuse de savoir si tu en penses, si tu connais ce jeu. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses si tu ne le connais pas et que ça t'intéresse ou au contraire que tu dis que c'est carrément pas pour toi. Je te laisse là-dessus. Le tarot peut changer ta vie. Je t'embrasse. Salut.